je vais vous parler du capital risque européen. Voilà, avec une grande idée, c'est bon, qui est de se poser la question de comment est-ce qu'on l'amène au niveau d'après. Donc c'était ça le sujet de la conf. Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un niveau d'après? Donc déjà, je voulais vous montrer un peu les chiffres. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les grands succès quelles sont les plus grosses capitalisations boursières aux US, en Chine et en Europe? Et on voit la différence, en fait. Et on voit que la plus grosse capitalisation boursière aux US, c'est Amazon. Amazon, c'est 900 milliards. Apple, c'est 950 milliards. Et Amazon, c'est 822 milliards aussi. Et la Chine, on est à moitié moins. La Chine, on est à 500 milliards pour Alibaba et à peu près 500 milliards pour Tencent aussi. Et en fait, en Europe, on est à 250 milliards, donc moitié moins de la Chine. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'on voit la différence de nature en fait, des acteurs, puisque la première capitalisation boursière européenne, c'est Shell, et la deuxième, c'est Nestlé. Et en fait, ce qui est vachement marrant, c'est que, évidemment, c'est des boîtes tech, en Chine et aux US, qui sont les premières capitalisations boursières, mais surtout, elles sont assez récentes, puisque Apple a 40 ans, Amazon a 20 ans, mais Alibaba, Tencent, elles ont moins de 20 ans chacune. Alors qu'en Europe, on voit que Shell a 111 ans, et puis c'est du pétrole, et Nestlé a 152 ans. Donc on est sur des boîtes qui sont quand même assez anciennes, et puis qui ne sont pas du tout dans la tech. Et en fait, si on regarde la tech, c'est quoi notre plus grosse capitalisation boursière issue du capital risque? Et puis dans le monde de la tech, c'est Spotify, qui vaut 30 milliards. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est en retard? On voit ce qu'a produit l'industrie du capital risque européenne versus la chinoise ou l'américaine. On est loin derrière. On est à 30 milliards versus 500 milliards en Chine et 950 milliards aux US. Donc on peut se dire comment ça se fait et puis finalement comment est-ce qu'après on compense ce retard-là. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que le capital risque, donc l'investissement dans les startups, en fait, la performance de cette industrie-là dépend de la taille des sorties. Il y a à peu près 80%, en fait, les 10 plus grosses sorties valent pour 80% des retours de l'industrie, quoi. Donc on est indexé à la taille de la plus grosse sortie, en gros. Donc on voit bien la différence entre l'Europe, la Chine et les US. Et en Europe, on n'arrive pas à créer des boîtes qui valent plus que 10 milliards. On n'en est créé que 4. Il y a Markit, Zalando, Supercell et donc Spotify. Et récemment Adyen depuis hier. Donc 5 maintenant. Et en moyenne, la taille des sorties, aux US, on est à 200 millions de dollars contre 70 millions en Europe. Donc il y a plein de phénomènes qui expliquent ça. On peut se dire comment ça se fait. Et puis après, est-ce que c'est un problème, quoi? Donc comment ça se fait? D'abord, historiquement, les entreprises en Europe se financent par de la dette. C'est le petit diagramme du dessous, là, que vous ne voyez pas bien, en fait, quand je regarde mes trucs derrière. Mais malgré tout, ce qu'on voit, c'est qu'en France, il y a 92% du financement des PME qui se fait par de la dette bancaire. Alors qu'aux US, on est à 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, on peut se financer quand on est déjà rentable en Europe. Ce qui n'est pas du tout le modèle start-up de croissance, où le but du jeu, c'est d'aller chercher du capital pour investir, pour se développer et faire un play où on va grandir, et après, on pense à la rentabilité. Donc, structurellement, on avait un modèle qui était tourné vers la création de sociétés qui étaient rentables et qui se finançaient par de la dette bancaire et pas du tout par du capital. Or, on est dans une économie aujourd'hui, en pleine transition et transformation numérique, où on a besoin d'investir. On a besoin de prendre des risques, on a besoin d'investir soit dans la recherche et le développement, soit dans l'internationalisation, soit dans la conception d'un produit, etc. Et après, quand on voit les montants, on voit bien, ça c'est le slide du haut que vous voyez aussi peu que celui du bas, mais fondamentalement, ce qu'il dit, c'est que 60% de tout l'argent investi dans le capital risque est investi aux États-Unis. Il y a 30% en Chine et 12% en Europe. Donc on n'est pas du tout à armes égales en termes d'argent. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas en Europe, ça veut dire qu'on ne le met pas au même endroit. En France, on a beaucoup d'épargne, il y a 1100 milliards d'euros qui sont dans l'assurance vie, mais ça ne va pas dans l'économie réelle. Donc on n'est pas dans un système où les savings, ou l'épargne des Français va nourrir l'économie. On est dans un système où l'épargne des Français est là pour leur offrir un certain niveau de rentabilité dérisquée sur les dettes des pays, etc. Donc
tout ça pour dire que c'est l'un des premiers éléments qui explique ça et qui est un problème non seulement pour les startups, mais aussi pour l'économie au sens large, puisque toute cette notion de transformation digitale et d'innovation accrue nécessite plus d'investissement. Et comme l'investissement, on ne sait pas ce que ça va donner, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire un business plan où on démontre que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, c'est sûr qu'on va avoir telle rentabilité sur tel produit innovant quand on est dans une entreprise même déjà établie. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout le même niveau de risque. On ne peut pas tout financer par de la dette. Donc on a un vrai sujet structurel qui est de financement du numérique et de cette transformation digitale et donc des startups également. Il y a un deuxième sujet qui est caractéristique de l'Europe et qui est fondateur de la différence avec l'Europe et la Chine, c'est qu'on est en fait, on n'est pas dans un écosystème. C'est-à-dire que les acteurs économiques sont très silotés. Les startups parlent aux startups, les ETI parlent aux ETI, les grands groupes parlent aux grands groupes, les PME parlent aux PME, mais c'est très difficile de faire du business entre eux. Pour vous donner un exemple, la French Tech a fait une étude récemment qui regardait le budget achat des grands groupes français et ils se rendent compte que 0,1% du budget achat des grands groupes est dédié aux startups. Autant dire rien. Donc, il n'y a pas de discussion, de dialogue, de business qui est fait entre les différents acteurs de l'économie, notamment en France, mais c'est globalement pareil en Europe, et entre les différents acteurs de l'innovation. Typiquement, les chercheurs parlent aux chercheurs, les gens qui font de l'innovation dans les startups parlent aux gens qui font de l'innovation dans les startups, et pareil pour les grands groupes. Donc, il y a un sujet global qui est d'arriver à faire de la transdisciplinarité et du transsegment. On arrive fondamentalement à travailler ensemble. Ça implique plusieurs choses. Ça implique que les gens parlent le même langage, ce qui est compliqué parce qu'on est sur des formations très spécialisées. Ça implique aussi qu'ils aient la même échelle de temps. C'est l'un des grands problèmes quand on a des startups qui bossent avec des grands groupes ou avec des cabinets de recherche, c'est l'échelle de temps. Et puis, ça implique aussi qu'il y ait le même objectif et donc que ça s'inscrive dans des projets qui soient bénéficiaires pour tout le monde. Et la deuxième chose qui fait que finalement on n'a pas réussi à construire ces écosystèmes-là, c'est que la différence fondamentale quand on démarre une start-up dans une ville européenne versus dans une ville américaine ou dans une ville chinoise, c'est qu'on ne va pas pouvoir atteindre la masse critique sur son marché local. Il n'y a pas de marché intérieur dans un pays de l'Union européenne qui soit suffisamment grand pour permettre d'atteindre la masse critique, la taille d'entreprise qui fait qu'on peut avoir des effets de réseau face au numérique. Donc, on est obligé de partir à l'international très tôt. Et le fait que le marché européen ne se soit pas constitué en marché cross-border, que ce soit compliqué d'aller vendre son produit dans d'autres pays européens, d'attirer les talents localement, de les embaucher, le droit du travail est différent. Enfin, il y a beaucoup de friction à s'internationaliser. Et puis, il n'y avait pas de culture non plus. Les premiers qui ont réussi à comprendre cette importance de l'international, c'est les Suédois. Pourquoi? Parce qu'ils ont un marché tellement petit qu'eux ne se sont même pas posé la question de se dire il y a peut-être une chance que j'atteigne la manne critique sur mon marché local. Donc, il y a vraiment des entreprises comme Spotify, comme Supercell, comme des grands succès comme ça. Ils ont un taux d'arriver à faire des géants qui est supérieur parce qu'ils ont ce réflexe de l'international depuis plus longtemps que nous. Mais en tout cas, l'une des raisons fondamentales du fait que l'Europe soit en retard dans la création de champions du numérique, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'écosystème réel entre acteurs du numérique et entre les marchés européens. On manque aussi, et ça je vous donne des chiffres là qui sont issus du baromètre Compass sur l'innovation, de fondateurs qui ont déjà eu une expérience d'hypercroissance. Donc, dans le baromètre Compass, il mesure le nombre de fondateurs qui démarrent une entreprise qui ont déjà dans le passé travaillé dans une start-up en hypercroissance. Et dans la Silicon Valley, c'est 35% des fondateurs qui ont cette expérience-là avant de démarrer leur boîte, alors qu'en Europe, en moyenne, si on fait la moyenne entre Londres, Paris, Berlin, on se rend compte qu'il y a seulement 13% de fondateurs qui ont cette expérience d'hypercroissance. Parce qu'effectivement, c'est un savoir-faire que de passer d'une entreprise de 1 milliard à 10 milliards, de 10 milliards à 100 milliards. Et si on ne l'a jamais fait, on est en train de découvrir. Et c'est très compliqué. Enfin, nous n'avons pas les talents au niveau européen qui ont déjà vécu ça. Et qui donc savent
comment naturellement créer des boîtes à 1 milliard, 10 milliards et qui peuvent les emmener plus loin. Donc il y a un sujet de talent. Il y a aussi un sujet qui est de multiculturalité. C'est-à-dire que 51%, plus de la moitié des boîtes qui sont arrivées à dépasser la barre du 1 milliard aux US ont été fondées par des gens qui ont immigré aux États-Unis. Donc c'est intéressant, hein, ça veut dire que c'est vraiment une patrie de multiculturalité où les gens sont venus pour entreprendre localement. Et ce sont en particulier ces fondateurs-là qui ont réussi à construire des très grosses boîtes. Et ça, c'est vrai que quand on regarde, et en particulier en France, sur le même baromètre Compass, les places londoniennes et berlinoises sont beaucoup plus internationalisées que la place parisienne, par exemple, qui a longtemps été franco-française, à la fois en termes d'investissement, donc ça a changé depuis quelques années et on est dans une phase de grande attractivité internationale du pays, au sens large. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de rattraper, mais fondamentalement, le gros écueil parisien par rapport à Londres et Berlin, c'était ce manque de talents internationaux qui est essentiel quand on sait que pour arriver à créer des succès dans le monde du numérique, eh bien, il faut être compétitif au niveau international. Pourquoi? Parce que même si vous n'y allez pas, les gens viennent. C'est bien une société basée à San Francisco qui est en concurrence frontale avec Taxi G7 à Paris. Donc, en termes de qualité de service, en termes de qualité de produit, c'est à ce niveau-là qu'il faut se situer. Donc, avoir en interne ce réflexe de l'international, à la fois en tant qu'expansion dans les marchés, mais aussi en termes de compréhension de la proposition de valeur, d'adaptation à un marché donné, à un usage donné, et puis d'avoir dans l'ADN même de la constitution de la boîte cette dimension internationale, c'est important. Et c'est quelque chose qui nous a manqué historiquement. Et c'est ce que, finalement, en conclusion, cette notion qui est de dire on a des hubs, mais on n'a pas d'écosystème. Et l'un des trucs sur lesquels je vais revenir, c'est qu'une des choses qui fait qu'on a un écosystème, c'est le côté circulaire. C'est le fait qu'il y a des gens qui montent une première boîte, qui la revendent à d'autres, ou alors qui s'introduisent en bourse et qui deviennent les acquéreurs des sociétés d'après, qui deviennent les business angels des nouvelles startups. Les premiers employés des startups qui ont marché deviennent eux-mêmes entrepreneurs. Donc il y a tout un cercle assez vertueux qui est de circularité pour arriver à créer un écosystème. Or, en Europe, nous manquons un élément essentiel de cet écosystème qui est au niveau de la sortie. C'est les acquéreurs stratégiques et les bourses. Pourquoi? Parce que quand on regarde finalement sur le terrain, quand il y a deux acquéreurs stratégiques, l'un américain, l'un européen, on voit bien que les valorisations qu'ils vont nous proposer sont très différentes et varient du simple au triple en fonction de la nationalité de l'acquéreur. Parce que les grands groupes européens n'ont pas en réflexe le fait d'acheter une entreprise pour une raison stratégique. Historiquement, c'est plutôt, on va acheter une entreprise dans un mode de consolidation où on va acheter le concurrent sur le marché pour augmenter mes parts de marché et devenir oligopolistique sur mon cœur de business historique, par exemple. Et je vais les racheter sur un multiple, sur la même manière dont je suis valorisé en bourse, donc un multiple de mon chiffre d'affaires ou de mon résultat net. Donc fondamentalement, ils sont dans une mécanique de pensée qui n'est pas de dire « je suis Facebook, je pense que l'image, c'est le prochain truc, donc j'achète Instagram qui a fait 0 chiffre d'affaires à 1 milliard de dollars parce que je pense que ça a une valeur stratégique forte ». Il n'y a pas d'acteurs européens qui raisonnent de cette manière-là. D'accord ? Et pour vous donner des chiffres, pour que vous voyez le décalage, en 2015, Google a racheté 70 startups, le SBF 120, donc les 120 plus grosses entreprises françaises, ont racheté 40 startups ensemble. Donc, il n'y a pas le réflexe d'acquérir des startups, c'est-à-dire d'aller chercher de l'innovation à l'extérieur, et il n'y a pas non plus le réflexe de les valoriser stratégiquement. Donc, il manque un élément cœur dans la constitution de ces écosystèmes, qui sont le fait qu'en fin de course, ils restent européens, puisqu'ils viennent alimenter l'écosystème en sortant, en étant acquis par des acquéreurs européens, ou bien en s'introduisant en bourse, et en gardant une gouvernance européenne. Donc ça, c'est la même chose. Quand on regarde les écosystèmes boursiers, pourquoi est-ce que Adyen va s'introduire aux US?
Pourquoi est-ce que Criteo s'est introduit aux US? Tout simplement parce que les analystes boursiers, qui sont en capacité de dire ce business-là, il vaut tant, il a un bel avenir devant lui, voilà son modèle économique, voilà les perspectives qu'il a, voilà les risques associés, etc. Donc, ils sont en capacité d'orienter les investisseurs. Eh bien, il y a très peu d'analyses tech sur la bourse parisienne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur tech à couvrir. Il y a Dassault Systèmes, il y a Free, mais maintenant, sur Euronext, il y a showroom privé, il y a Parrot, il y en a quelques-unes, mais ça ne forme pas une masse critique suffisante pour qu'il y ait des analystes tech qui soient suffisamment présents, qui le connaissent, qui le truquent, alors qu'au Nasdaq ou sur le New York Stock Exchange, il y en a beaucoup, et donc il y a un écosystème qui permet de prendre ce genre de décision, d'avoir la liquidité associée, etc. Donc on a un sujet qui est de circularité, qui est du coup, il y a des fuites vers le haut, c'est-à-dire à partir du moment où on crée des boîtes, après, elles atteignent une certaine masse critique et c'est très compliqué de faire en sorte qu'elles diffusent après localement en remettant un bout de la valeur créée en jeu et qu'elles deviennent les consolidateurs du secteur. Et donc, ça fait que les réseaux d'anciens, de business, etc., sont moins puissants que ce qu'ils pourraient être. Voilà, tout ça étant dit, il y a des choses qui ont changé en 2018 et qui font que la question n'est pas de se dire il faut rattraper notre retard en compensant tous les manques qu'on a historiquement. Je pense qu'aujourd'hui, les questions qu'on doit se poser sont très différentes. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le modèle en place est arrivé à une certaine limite. À la fois, et c'est très intéressant parce qu'il y a deux mouvements en parallèle. Il y a un mouvement qui est qu'on se rend compte que l'économie a des impacts sur la planète qui sont maintenant complètement avérés et qui peuvent être irréductibles, irréversibles. Et donc, il faut se poser la question, on est obligé de se poser la question de se dire comment on fait pour faire en sorte qu'on change de direction et on arrive à réduire ces risques-là et à remettre la planète dans un mode de circularité elle-même, parce que la planète elle-même est un écosystème et on se rend compte qu'on l'a déréglé. Et que les modèles économiques tels qu'ils sont théoriques, tels qu'ils sont appliqués partout, de capitalisme, de surconsommation, etc., font que ça va continuer à dérégler. Pourquoi? Parce que la taxe carbone, quel que soit le niveau auquel on va la mettre, elle ne va pas compenser le biais qu'on a tous pour le présent. Et la deuxième chose, c'est que l'arrivée de la technologie dans cette équation planétaire peut à la fois être une résolution du problème, mais l'accentue de l'autre manière. Par exemple, la blockchain, à elle toute seule, consomme l'énergie du Danemark. Donc on voit bien que plus on va aller vers du développement de la technologie, plus on va aggraver les problèmes environnementaux, à moins de les prendre en cœur de réflexion au démarrage, en se disant comment utilisons-nous la technologie de manière, en intégrant cette notion de circularité écologique à l'intérieur même de la manière dont on utilise la technologie. Donc c'est un des éléments de l'équation à avoir bien en tête, qui est la première dépendance qu'on a, nous, en tant qu'êtres humains, c'est notre écosystème naturel, c'est la planète. Et aujourd'hui, nous comprenons mal l'impact que la technologie a sur l'évolution de cet écosystème-là et comment pouvoir y remédier. La deuxième chose, c'est que, notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle qui fait qu'on est sur le même type de révolution industrielle qu'historiquement avec les machines et l'électricité, sauf qu'au lieu d'être des processus manuels qu'on va arriver à automatiser, ce sont des processus cognitifs. Mais en tout cas, l'échelle de productivité que ça va amener à l'intérieur des entreprises est du même ordre de grandeur. Et donc, il va se poser une question de transition en termes d'emploi. Que va-t-on faire de toutes ces personnes qui vont perdre leur travail à cause de l'intelligence artificielle? Quel doit être le nouveau modèle social qu'on met en place à partir du moment où on a compris qu'on était dans cette transition industrielle-là qui reposait la question d'un modèle social? Et c'est accentué par le fait que les progrès technologiques augmentent l'âge des gens et notre espérance de vie. Et qu'il y a en plus de ça beaucoup de tensions migratoires liées au réchauffement climatique. Donc, il y a une révolution en termes de travail, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée des robots. Ça tourne tout seul. Mais
Et il y a un sujet de redistribution. Enfin, il y a une vraie question qui est de se dire quel est le nouveau modèle social qu'on veut, puisqu'il est remis fondamentalement en question avec l'arrivée avec tous ces trucs qui arrivent conjointement. Il y a un autre phénomène qui montre un peu les limites du système, qui est que on voit que l'aboutissement du modèle américain et du modèle numérique tel qu'il avait été historiquement pensé conduit à construire des monopoles. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des voix même à l'intérieur des États-Unis qui commencent à dire « parce que nous sommes capitalistes, nous devons casser et démanteler Google, Facebook, Amazon, parce qu'ils sont devenus des monopoles. Et que si nous n'avions pas cassé Microsoft, Google ne serait jamais né. Et ça fait un écosystème qui ne laisse pas suffisamment de place à l'innovation. Donc c'est important de démanteler et d'appliquer les lois antitrust qui sont au cœur du fonctionnement de notre économie, parce que c'est ainsi que nous arriverons à maintenir le capitalisme même et l'essence du capitalisme, qui est de laisser la voie à l'innovation. Et on voit en parallèle de ça que le pouvoir que ces monopoles ont eu, ils l'ont aussi beaucoup dépensé à la consolidation de leur action en termes de lobby. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles ce type de monopoles se sont construits, c'est d'abord parce qu'il y a une tendance naturelle au numérique à avoir des avantages en tant que leader, le winner takes it all, mais parce qu'il y a les effets de réseau, il y a les données, etc. Mais aussi parce qu'il y a eu un assouplissement dans la manière dont les réglementations antitrust aux États-Unis ont été appliquées. Ce qui conduit à un truc assez paradoxal, où il y a un économiste qui s'appelle Thomas Philippon qui a fait une étude récente qui montrait bien que les entreprises européennes, même d'un âge assez avancé, les grandes entreprises européennes non-tech, investissaient beaucoup plus que les entreprises américaines parce qu'il y avait une consolidation aux US qu'il n'y avait pas eu en Europe, où il y avait beaucoup plus de compétition. Donc il y a vraiment eu cette tendance à un accroissement des monopoles qui pose beaucoup de questions en termes même de responsabilité. Quand on ne régule plus par le marché, comment est-ce qu'on arrive à réguler les externalités négatives au-delà même des questions éthiques, quoi. Et voilà, les questions éthiques arrivent, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'avec la puissance de la diffusion du numérique ces dernières années, il y a beaucoup de questions qu'on ne s'est pas posées. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne se les est pas posées, c'est parce qu'elles doivent maintenant se poser au niveau international et qu'il n'y a pas de gouvernance internationale qui est adaptée au fait même à l'émergence de ces questions-là. Typiquement, on a aujourd'hui des drones qui tuent des gens, potentiellement, autonomous weapons, etc. On ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était bien ou pas. Alors que quand on relit même les premiers livres de science-fiction des années 50, avec Isaac Asimov, etc., on voit bien qu'ils avaient établi les lois de la robotique, et la première d'entre elles était un robot ne fera jamais de mal à un homme. Donc il y a un vrai sujet éthique qui existe aussi et qui est très amplifié par l'intelligence artificielle, à la fois sur des domaines évidents comme la santé, où on se dit, est-ce qu'on va, une fois qu'on comprend tout ce qui est génome, qu'est-ce qu'on fait de ces informations-là ? Est-ce qu'il faut dire aux gens qu'ils ont une probabilité très forte d'avoir des maladies incurables ? Enfin, il y a beaucoup de questions éthiques qui se posent dans même le fait qu'on comprenne mieux ce qui se passe et qu'on arrive à mieux le prédire. Mais il y a aussi, de manière générale, puisque toutes les entreprises vont devoir avoir une stratégie d'intelligence artificielle, vu que c'est de la productivité sur des mécanismes cognitifs. Mais pas uniquement au niveau du produit. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, tout ce qui est choix des fournisseurs, tout ce qui est répondre, faire la hotline avec les consommateurs qui arrivent et qui sont contents ou pas contents, etc., ce sont des mécanismes répétitifs sur lequel le fait de mettre de l'intelligence artificielle va aider beaucoup en productivité et on va pouvoir soit augmenter le travail d'un humain, soit le remplacer complètement. Donc rien que le fait de se dire, est-ce que finalement mon service client c'est 100% délégué à des robots ou est-ce qu'il est filtré par des robots qui vont aider les humains à mieux y répondre? C'est une première question, qui est de se dire
quel est le niveau de responsabilité qu'on veut donner aux robots. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'on voit dans l'implémentation de ces stratégies d'intelligence artificielle des vraies questions éthiques qui, pour moi, devraient être du ressort quasiment de politique publique, mais qui doivent être réglées, qui aujourd'hui, sont réglées au niveau de chaque entreprise, typiquement. On se dit, on va avoir de l'intelligence artificielle sur le filtrage de CV. Qu'est-ce qu'on fait? On entraîne les robots sur les données existantes de l'entreprise. Et on voit quoi? On voit que, naturellement, les CV qui avaient le plus de chances d'arriver jusqu'au bout, c'était des CV de gens qui avaient une bonne éducation, qui ressemblaient de manière assez forte en termes d'âge, de sexe, d'école, de ce que vous voulez, aux gens qui prenaient la décision, parce qu'on a tous des biais humains où on comprend mieux et on connaît mieux les gens qui nous ressemblent, et que ça donnait lieu à des discriminations ou à des biais naturels. Donc, question... Est-ce qu'on va entraîner les robots sur le set de data historique et donc reproduire les biais qui existaient dans l'entreprise? Ou est-ce qu'on va débiaiser les algorithmes parce qu'on pense qu'éthiquement, il ne faut pas qu'il y ait de discrimination? Toutes ces décisions-là, aujourd'hui, elles ne sont pas discutées au niveau d'un pays ou au niveau international. Elles sont discutées au sein des entreprises avec des gens qui n'ont pas été éduqués à les mettre en perspective et à savoir comment prendre des décisions dans ces cas-là. Donc, on a un sujet éthique qui est fondamental dans quel est le type de relation qu'on veut mettre en place entre les machines et les robots. Entre les machines et les gens. Et c'est très intéressant parce qu'on voit même des débats émerger dans les sociétés américaines où on se dit... ce serait intéressant et utile à la société que tous les patients en fin de vie, où c'est très compliqué de les prendre en charge, etc., soient gérés par des robots. Ou que les autistes, finalement, leur mode d'interaction et d'apprentissage soit exclusivement par des robots. Ou alors, on voit des gens qui sont en dépendance complète d'Alexa, ils ne savent plus se commander à manger. Enfin, il y a une question naturelle qui est de dire quelle est la place des machines dans la société. Et qui pose en vrai la question de quels sont le type de relations qu'on veut avoir entre les hommes. Donc la question, c'est quel est le type de société qu'on veut construire. Et donc ce débat éthique fondamentale qui va bien au-delà de la régulation. C'est vraiment cette notion de... c'est pas le RGPD uniquement, c'est c'est le vivre ensemble, c'est toutes ces questions-là qui se posent avec trois grands éléments qui sont à la fois les gens, les hommes, les machines et la planète. Et quel est finalement le bon écosystème, le bon cadre qu'on doit se poser pour faire en sorte que ces trois espèces-là arrivent à bien cohabiter ensemble. Donc, là où je pense qu'il y a, pour revenir au sujet, de la place pour le capital risque européen et les investisseurs européens. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des vrais problèmes à régler. Quand on a des vrais problèmes à régler, ça donne beaucoup plus d'engagement à l'intérieur des entreprises que uniquement on va gagner de l'argent. Et en fait, moi, la manière dont on conçoit l'investissement, c'est vraiment cette idée que si... Il y a toujours cette idée de on veut changer le monde. En fait, aujourd'hui... Moi, ce que je vois chez beaucoup de jeunes entrepreneurs et de manière générale dans des sociétés qui ont vraiment un moteur très fort, ce n'est pas « je veux changer le monde », c'est « je veux rendre le monde meilleur ». C'est très différent. Et en fait, ça veut dire qu'on s'attaque à des problèmes qui sont fondamentaux, mais qui sont plus compliqués à résoudre. Savoir comment on va nourrir la Terre entière dans les 20 prochaines années, avec tout ce qui se profile en termes de réchauffement climatique, en termes de raréfaction de l'eau, en termes d'augmentation de la population, c'est très compliqué comme problème à régler. Et ça nécessite non seulement, et c'est là où c'est intéressant, des compétences numériques, mais aussi le fait que là, pour le coup, les mondes doivent se parler ensemble. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, je vois des startups qui ont ce type de mission en tête, où il s'agit de, quand on démarre dans la santé, il y a un docteur qui vient avec un geek et il monte une start-up dans la santé.
où il y a des fils d'agriculteurs qui ont fait des études à l'INRA, etc., et qui se mettent avec des gens du numérique, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça redistribue les cartes sur le type d'entreprises qui sont montées et ce qui va en faire le succès. Et là-dessus, l'Europe a beaucoup de compétences sur tout ce qui est deep tech, et notamment, je pense qu'on est sur une nouvelle génération de startups où il va devoir intégrer beaucoup le online et le offline. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le pur numérique n'est plus une réponse, c'est peut-être très scalable en termes de business, mais ça crée des expériences et des relations où on a besoin d'un retour au réel. Quand on voit Amazon qui rachète Whole Foods, etc. Donc on voit bien que maintenant, les gens même du numérique veulent arriver à proposer une expérience dans le monde réel. Et donc, cette compétence à la fois online, offline, technologie très profonde et marketing plus light, etc., vont créer des types d'entreprises qui sont sans doute plus compliquées, en tout cas plus complexes, pas compliquées, puisqu'elles nécessitent la bonne marche de différents types de compétences ensemble, mais qui peuvent créer de nouveaux types de barrières à l'entrée et donc aussi s'exonérer, parce que le vrai sujet des plateformes tech dont j'ai parlé tout à l'heure et du fait qu'elles soient monopolistiques, c'est que ça crée des dépendances stratégiques extrêmement fortes quand on veut démarrer des boîtes dans le numérique aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on s'exonère de ce type de dépendance stratégique? On peut aussi se penser sur ces autres types de problématiques sur lesquelles ils n'y sont pas encore. Et enfin, voilà, c'est ce que je disais, il y a cette volonté, ce besoin d'augmenter le niveau d'ambition. On est sur de l'international, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et puis d'essayer de penser des stratégies qui nous rendent moins dépendants des monopoles existants. L'autre chose, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le numérique et la finance ne sont pas universellement distribués en termes de compétences et d'accès à l'ensemble des populations. C'est-à-dire que le numérique n'est pas en réduction des inégalités sociales, que ça crée des barrières assez importantes, et typiquement sur... je vous dirai juste ces deux chiffres-là pour illustrer, c'est qu'aux US, il y a seulement 4% des associés dans les fonds de capital risque qui sont des femmes, et il y a 2% de tout l'argent qui a été injecté dans l'écosystème qui a été vers des entrepreneurs femmes. Voilà. Donc, en fait, cette consanguinité, un peu, en tout cas le fait qu'on n'embrasse pas complètement la diversité des écosystèmes, fait qu'il y a on passe à côté de beaucoup de création de valeur. On peut faire beaucoup mieux en élargissant, puisqu'on va aller chercher des réponses et des modes de fonctionnement qui sont différents. Et on a besoin aujourd'hui, pour répondre aux problématiques qui nous sont posées, de réunir tous ces angles de vue qui sont très différents et qui nous permettront d'aller plus loin. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas le même type de prise de risque quand on démarre une boîte aux US ou quand on la démarre en Europe. Il y a toujours des risques personnels accrus dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. C'est très compliqué de se faire prêter de l'argent pour acheter un appart quand on est entrepreneur. C'est très compliqué d'avoir une caution quand on veut louer un appart. Donc ça rend, à titre personnel et professionnel, la prise de risque beaucoup plus élevée, et ça fait aussi qu'il y a à la fois moins de risques pris de manière générale et donc moins d'ambition. Après, on a un sujet aussi qui est qu'il faut arriver, si on veut aller jusqu'au bout des 900 milliards, à créer un chemin pour qu'on aille jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois même qu'un entrepreneur s'est introduit en bourse, par exemple, il peut arriver à continuer à garder une vision long terme, et une capacité d'action et d'agilité. Aujourd'hui, ce n'est pas complètement le cas. C'est-à-dire que les marchés financiers imposent des rythmes trimestriels en termes de reporting, de prix d'action, de sanctions, etc. Et on voit un mouvement même avec des entreprises comme Unilever, de gens qui se disent: essayons de revenir à du long terme. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à trouver des réponses à des problèmes importants et à investir sur le long terme.
au lieu d'être focalisés sur les résultats financiers à court terme. Et donc, typiquement, des sociétés comme Unilever ont décidé qu'ils ne publieraient leurs comptes que les 6 mois. Ils se sont mis ils ont fait des chartes sur la responsabilité sociale et sur le long terme, etc. Donc, on a besoin d'aller plus loin dans cette compréhension de ce qu'est une entreprise et ce qui en fait son succès. Et de savoir que le succès d'une entreprise, ce n'est pas uniquement le résultat trimestriel financier et donc le cours de bourse, quoi. C'est un peu la même chose en termes de gouvernance et d'éthique, c'est-à-dire ça pose vraiment cette question à quoi sert une entreprise et qui doit parler au nom de l'entreprise, et puis de trouver effectivement des chemins qui permettent de garder ça sur le long terme avec plusieurs choses. On a en Europe un ADN qui nous différencie typiquement des États-Unis. Quand on avait démarré Daphne, on s'était posé la question de dans quoi on investissait. Et comme il y avait cette réflexion qui était de dire le numérique nous force à être compétitifs au niveau international, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un avantage naturel pour des startups à être nées en Europe qu'elles n'auraient pas eu si elles étaient nées ailleurs? Et quand on avait regardé ça, on s'était dit, en fait, il faut se poser la question de l'ADN des sociétés. Et quand on regarde au niveau européen, on voit qu'il y a 3 grands piliers, en fait, quand on cartographie les grands succès du numérique en Europe. Et le premier, c'est le collectif. Ça se voit dans la qualité des infrastructures, que ce soit télécom, transport, énergie, dans le fait que quand on raisonne éducation, santé, assurance, on raisonne de manière inclusive pour tout le monde, ou dans le fait que l'économie collaborative est beaucoup plus utilisée en Europe qu'ailleurs. On veut faire société. Donc il y a cette idée du collectif qui est très puissante et qui a développé des industries comme Free, enfin des entreprises comme Free ou comme Blablacar, etc. Il y a un deuxième grand pilier qui est la qualité de vie. On cherche des équilibres entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui sont beaucoup plus poussées. Et c'est ça qui développe des industries comme le tourisme, comme la culture, tout ce qui tourne autour de la gastronomie ou du bien manger, et un sentiment exacerbé autour de la privacy. Et le dernier grand pilier qui est cette notion d'inventivité, à la fois pour un savoir-faire dans les industries créatives, la mode, le luxe, mais un savoir-faire historique d'ingénieur aussi. Et en fait, quand on se pose là, on fait le même exercice pour les États-Unis, sur le mapping global des grands succès du numérique, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes piliers, sur les mêmes thématiques. Le premier aux US, c'est la productivité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que les gens à l'intérieur d'une entreprise communiquent mieux, collaborent mieux, travaillent mieux ensemble, etc. Comment on fait pour qu'on optimise la performance de chaque rôle à l'intérieur de l'entreprise, des Salesforce ou autres, ou comment on fait pour utiliser les datas pour prendre des meilleures décisions business. Donc il y a un premier grand pilier qui est cette notion de productivité. Il y a un deuxième grand pilier qui est ce qu'on appelle l'empowerment, donc cette idée de mise en avant, de mise en capacitation des gens, à la fois avec l'émergence des réseaux sociaux, des médias sociaux, toute l'économie de la convenience qui permet aux gens de se libérer du temps pour être plus efficaces dans ce qu'ils font, ou tout ce qui est défense, on se défend à titre personnel au niveau de la nation. Et le dernier grand pilier qui est le divertissement, avec Hollywood en mer nourricière de tout un écosystème de réalité virtuelle, réalité augmentée, animation, etc. Donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas d'opposer l'un et l'autre, c'est de se dire où sont nos forces, qu'est-ce qu'on doit prendre chez les autres en termes de bonnes pratiques. Et l'une des choses qui, pour moi, est fondamentale, c'est qu'on va avoir besoin, pour répondre aux grands enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment au niveau de la planète, d'aller chercher des bonnes pratiques ailleurs. La culture anglo-saxonne a perdu le lien avec la terre. Tout ce qui est entrepreneuriat en Afrique sur la circularité, la frugalité, on a beaucoup de leçons à aller chercher chez eux. En Asie, c'est pareil. Donc, si on veut arriver à recréer tout ce cercle vertueux entre les hommes, la planète et les machines, il faut aussi qu'on arrive à s'imprégner non seulement des bonnes pratiques sur l'entrepreneuriat, comment développer du business et de l'ambition américain, mais aussi d'aller chercher des réponses sur des problématiques plus profondes et plus historiques dans d'autres cultures que la culture américaine, tout en gardant finalement ce qui nous fait notre force, qui est cet ADN européen dont j'ai parlé. Voilà, et je terminerai juste en disant
On a une chance historique, nous, en Europe, on a une responsabilité même, puisque toutes ces notions de quelle est la bonne éthique, quel est le bon type de cadre qu'on doit arriver à mettre en place pour faire en sorte que la technologie serve la société qu'on a envie de construire, eh bien, ce sont des sujets de gouvernance internationale, et l'Europe est le seul endroit au monde où on peut faire jurisprudence. Ce n'est pas parce que le gouvernement américain va dire un truc que ça va faire jurisprudence, parce que c'est un seul pays, il défend ses intérêts particuliers. Ce n'est pas parce que le gouvernement chinois va dire un truc que ça va faire jurisprudence, parce que c'est un seul pays, il défend ses intérêts particuliers. Si on arrive à faire des choses au niveau européen qui projettent cette vision avec un cadre éthique qui est fort, là, on convaincra les gens et on aura un vrai impact. Donc l'Europe, en termes de leadership, de pensée, a une chance essentielle et historique, et je pense qu'on a besoin qu'elle la prenne. Voilà, merci beaucoup.